J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va travailler sur la synthèse ou bien le sommaire de la norme IS12 qui traite l'impôt sur le résultat. D'ailleurs, cette norme traite d'une manière spécifique la notion de l'impôt différé, ou bien c'est-à-dire l'impôt né de la discordance entre les normes comptables et les normes fiscales. On a généralement deux types de différences. On a, première différence, qui est une différence qui est permanente, c'est-à-dire que il y en a des éléments qui n'ouvrent jamais le droit à déduction et par la suite, donc, cette discordance entre ce qui est comptable et fiscal, c'est permanent, c'est irréversible. Si on les comptabilise dans notre comptabilité comme étant des charges déductibles au niveau fiscal, ils n'auront jamais le droit à déduction et par la suite, ils ne rentrent pas dans le champ d'application de l'impôt différé qui prend un caractère qui est temporel. Alors, pour un exemple pour ces différences ou bien ces discordances permanentes, on a tout ce qui est pénalité, majoration et infraction de loi. D'ailleurs, ces éléments n'ouvrent jamais droit à déduction et l'administration fiscale n'autorise pas les sociétés à les considérer comme étant des charges déductibles. En deuxième lieu, donc, c'est ce qui concerne l'IA-12 ou bien son champ d'application, ce sont les éléments de différence qui sont temporaires. Et d'ailleurs, on parle sur des produits charges qui sont normaux dans l'exploitation de l'entreprise, qui, leur date d'effet de déductibilité fiscale ne peut pas s'accorder avec leur date d'inscription, ou bien dans la clôture d'un exercice comptable. Et généralement, cette discordance-là est née donc entre les différences qu'on a dit de la valeur comptable dans la comptabilité et la base fiscale admise par l'administration fiscale au niveau du calcul du résultat fiscal imposable. Et d'ailleurs, au Maroc, on a donc le fameux tableau de passage entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Alors, pour donner donc le contexte de l'IAS 12 ou bien donc le motif donc de son élaboration, on dit que donc l'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des impôts sur le résultat. Alors, la question principale en matière de comptabilisation des impôts sur les résultats est de déterminer comment comptabiliser les conséquences fiscales actuelles. Donc, on connaissait l'impôt exigible, mais d'ailleurs aussi l'impôt ou bien les conséquences fiscales futures, généralement qui concernent soit le recouvrement ou bien le règlement futur d'une valeur comptable d'actifs ou de passifs qui sont comptabilisés dans l'état de la situation financière d'une entité, donc à vrai dire le compte de résultat ou entre parenthèses le CPC, et en contrepartie un certain impôt différé futur qui sera comptabilisé ou bien qui sera enregistré au niveau du compte patrimonial de l'entreprise ou bien le bilan. Alors, en deuxième point, on a que la présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des impôts sur le résultat. Ok. Pour les besoins de la présente norme, les impôts sur le résultat incluent tous les impôts nationaux et étrangers dus sur la base des bénéfices imposables. Alors, il y en a, et donc, on va essayer donc d'extracter de cette définition que il y en a une panoplie donc d'impôts sur les résultats qui rentrent dans le champ d'application de la norme. On ne se limite pas sur l'impôt sur des sociétés qu'on connaît, et aussi donc le fait qu'il existe un bénéfice imposable, c'est-à-dire donc un résultat qui est plus ou moins positif. Alors, les impôts sur le résultat incluent aussi les impôts tels que la retenue à la source, qui sont payables par une filiale, une entreprise associée ou un partenariat sur ces distributions de dividendes à l'entité présentant l'information financière. Donc, il y en a un tout cas particulier en ce qui concerne l'impôt différé des sociétés qui ont des participations dans d'autres sociétés. Eh bien, donc, il existe un lien de contrôle ou bien de dépendance économique, juridique, financière, etc. Donc, ce cas particulier va faire le sujet donc d'un article détaillé qui sera publié ultérieurement dans ma page LinkedIn. Alors, là, les deux définitions à retenir à fond, avant de rentrer donc, dans le corps de l'IAS 12. Alors, en premier lieu, on a l'impôt exigible, donc, qui est le montant des impôts sur le résultat,
payable ou bien recouvrable au titre du bénéfice imposable ou bien d'une perte fiscale d'une période. Donc, en tout moment, donc on essaie de jongler entre ce qui est impôt différé actif et passif. On va voir par la suite donc, le détail. Les passifs d'impôt différé sont les montants d'impôt sur le résultat payable au cours de périodes futures au titre des différences temporaires imposables. Alors, si on veut être à peu près donc spécifique, on va essayer de différer entre impôt exigible et impôt différé. Donc, ce qui est exigible, ce qui est comptabilisé et ce qui est avoir une contrepartie fiscale qui est liquidée au fur et à mesure de l'exercice. À la date de clôture, on va essayer de prendre le résultat fiscal et on va essayer d'opérer certain élément de correction fiscale. Notons par exemple, on prend le résultat comptable qui est notre matière brute, on va essayer de faire des réintégrations. On réintègre quoi? Des charges qui sont fiscalement non admises, donc et, au niveau de la comptabilité, sont inscrits comme étant des charges déductibles donc afin aboutir au résultat comptable, mais le fisc ne peut pas l'accepter. Donc, par exemple, il ne relève pas de l'exploitation. On parle par exemple d'un paiement d'une vignette pour les propres intérêts du dirigeant ou bien un salaire qui est attribué à un fonctionnaire donc qui n'exerce pas aucune fonction, bien il n'a pas d'emploi au sein de l'entreprise, etc. Donc, ces éléments sont réintégrés. Et aussi, donc, il y en a des éléments à opérer, certaines déductions, et généralement, ça concerne les dividendes perçus au niveau d'une entreprise, donc, qui d'ailleurs va respecter certaines conditions exigées par chacune des administrations fiscales de chaque pays ou bien sur le niveau international. Et d'ailleurs, on va aboutir à un résultat fiscal. Alors, cette discordance entre euh, ou bien donc l'impôt calculé, c'est-à-dire sur ces réintégrations et ces déductions, cet impôt-là, donc, elle va soit diminuer, donc l'impôt qui est d'ailleurs calculé sur le résultat comptable, ou bien elle va majorer donc l'impôt comptable. Et par la suite, donc, cette différence d'imposition, ça va créer l'impôt différé. Pour faire la distinction entre impôt différé actif et impôt différé passif, généralement, l'impôt différé actif, c'est un élément qui va réduire la base imposable dans le futur. On va prendre ici donc un exemple qui est très simple. C'est le cas des pertes comptables. Alors, ce cas, donc, il est adopté donc, de la lettre numéro 39 du livre de Pierre Vérinimène, donc l'édition 2005. Donc, c'est un peu vieux, mais généralement, donc, ça donne donc une bonne illustration. Alors, un groupe réalise une perte comptable et fiscale avant impôt de 100. Donc, d'un point de vue fiscal, l'impôt dû est zéro. Mais au niveau comptable, et dès que l'on pense que l'entreprise a de bonnes chances à l'avenir de réaliser des profits lui permettant d'utiliser ce report fiscal déficitaire, la perte de 100 sera réduite d'un crédit d'impôt de 34. Comment on peut expliquer cet élément? C'est-à-dire, on a au niveau de notre compte de résultat une perte de 100, c'est-à-dire le résultat fiscal imposable dans l'année N, c'est moins 100. Alors, on va essayer de défalquer donc cette moisson qui aboutit au niveau du compte de résultat. On va essayer donc de dire que le taux d'imposition, c'est 34. Alors, c'est 34%, donc 34% multiplié par 100, ça va donner 34. Alors, ces 34-là va réduire l'impôt exigible dans N plus 1, ou bien si je me situe dans N-1, va me diminuer l'impôt dû en N avec le montant de 100 multiplié par 34%. Alors, ces 34%, elle sera euh, transféré au niveau de notre actif comme étant un élément de capital propre parce que c'est comme un bénéfice théorique parce que ça va nous aider à réduire la charge imposable dans le futur. C'est un enrichissement de quelque sorte. C'est comme le fait qu'on parle des amortissements dégressifs. Et la contrepartie de ces éléments-là, de ces dotations dégressives qui sont au-delà donc, de la dotation économique, elle est totalement transférée vers un compte de provision ou bien un compte de passif ou bien de financement permanent pour constater un certain enrichissement de l'entreprise
vis-à-vis ces dotations fiscales. Alors, elle s'établit donc comptablement à 66, donc la perte va être diminuée pour permettre l'équilibre des documents comptables. Donc, un impôt différé actif sera créé donc à l'actif du bilan pour 34 suivant le taux d'imposition. Alors, l'an prochain, si notre groupe fait un profit comptable et fiscal de 100, alors son impôt et payé sera nul puisque le report fiscal du fisc créé cette année sera utilisé pour compenser le résultat, comme on l'a dit. Donc, si en N plus 1 ou bien en N, j'ai réalisé un résultat comptable de 100, et par la suite, l'impôt exigible que je dois payer, c'est 34. Mais toutefois, j'ai constaté un impôt différé actif, donc dans mon bilan, qui va essayer de compenser les 34 positifs avec les 34 négatifs qu'on est. Et finalement, donc l'impôt dû donc, à l'année N ou bien N plus 1, c'est généralement zéro. Mais toutefois, donc, si je constate que euh, l'entreprise n'a pas de capacité bénéficiaire de réaliser un résultat positif de 100 afin de compenser donc l'impôt différé actif constaté. Alors tout simplement, on le considère comme un actif immobilisé. Au pire, on l'extournera des capitaux propres si l'on a des vrais doutes sur la capacité bénéficiaire future de l'entreprise parce que tout simplement, je constate que l'actif différé va être un élément d'actif et par la suite sa contrepartie en capitaux propres. Mais si je n'aurais pas donc un certain insight de l'entreprise qu'elle va générer un résultat positif pour compenser un élément qui n'a même pas de valeur de revente, qui est seulement un élément théorique inventé pour équilibrer les documents comptables. Alors, par la suite, tout simplement, je vais l'extourner des capitaux propres pour essayer toutefois d'équilibrer parce qu'il ne constitue pas ni un élément d'actif courant, ni un élément d'actif non courant. Donc, c'est ça le principe de l'actif, de l'impôt différé actif. Si on parle de l'impôt différé passif, alors c'est ce qui est controverse de ce qui est actif. Si je dis que l'impôt différé actif va diminuer la base imposable dans le futur, l'impôt différé passif va augmenter la valeur ou bien la base imposable future. Donnons un exemple. C'est un exemple même qui est donné au niveau du texte de l'IAS 12. On a une immobilisation X, on a sa valeur comptable, c'est 100, mais en contrepartie, sa valeur fiscale n'est que de 60. Comment on peut expliquer? C'est tout simplement que la réévaluation, ou bien la valeur réelle de l'immobilisation, c'était de 150, avec un certain amortissement fiscal déductible à l'ordre de 90. Alors, la valeur finale qu'on aura au moment de la constatation de l'impôt différé passif, on a 100 au niveau comptable et on a 60 au niveau fiscal. C'est-à-dire que la valeur de l'immobilisation qui sera admis comme étant un avantage, il l'appelle un avantage économique futur et on peut l'intituler l'amortissement, il est à l'ordre de 60. C'est-à-dire que fiscalement, je ne peux admettre qu'un amortissement cumulé à la fin égal à 60. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise va essayer de récupérer la totalité de l'investissement au niveau d'immobilisation. La valeur comptable, c'est 100 et la valeur fiscale, c'est 60. C'est-à-dire que j'aurai une différence ou bien un différentiel d'imposition alors de 40. Donc, j'amortis 100 au niveau comptable, mais le fisc ne va admettre que la déduction de la base de 60. Alors, il y en a un différentiel de 40%. Pour un taux d'imposition, par exemple, de 25%, alors la base de 10 sera un impôt différé passif que je dois le reverser à l'administration fiscale lorsque je vais constater la récupération de la totalité de l'investissement ou bien de montant d'immobilisation ou bien qu'on peut l'intituler que généralement la valeur comptable de l'entreprise sera à l'ordre de zéro au niveau du bilan de l'entreprise. Alors, on a en premier lieu l'impôt différé actif sur une perte qui va réduire et on a en deuxième lieu un impôt différé passif qui est né quand la valeur comptable
de l'immobilisation ou bien donc de l'actif dépasse la valeur fiscale de ce dernier, c'est-à-dire qu'il y en a une différence qui, qui est imposable et ça n'ouvre pas droit à déduction au niveau des 40, mais ça doit être constaté comme étant un produit imposable lorsque l'immobilisation sera à l'ordre de zéro ou bien l'entreprise va récupérer la totalité de la valeur de l'immobilisation. Alors, un autre élément qu'on doit mentionner et il est très intéressant au niveau de la norme IS 12, c'est que les actifs et les passifs différés ne doivent pas être actualisés. Généralement, on a vu dans la notion de la finance que le temps change la valeur. Donc, on a vu au niveau monétaire que l'inflation, un dirham, ici, par exemple, 50 ans, c'est pas le dirham aujourd'hui, c'est pas le dirham hier, ce n'est pas le dirham d'ici, donc l'avenir 10, 12, 13 ans. Mais généralement, la norme nous dicte que que l'impôt différé, soit actif, soit passif, ne doit pas être actualisé. Je ne vais pas dire que j'en ai, en prenant l'exemple du déficit, j'en ai, par exemple, en N-1 ou bien N, le déficit de 34. Et je ne peux pas dire que, généralement, donc ce déficit, donc d'ici un an ou bien 2 ans que je vais l'imputer, alors je vais l'actualiser par la division de un plus un taux d'actualisation que je vais calculer sur le marché ou bien donc d'une formule mathématique. Donc c'est totalement faux. Tout simplement, selon la norme, le fait, donc la norme n'a pas l'autorisation d'actualiser et par exemple, en conséquence, la norme n'impose ni autorise l'actualisation des actifs et passifs d'impôts différés. Alors, aussi, donc, un élément très important avant de passer, c'est la comptabilisation. Généralement, quand on va consulter la norme, on va trouver donc plusieurs paragraphes qui dictent donc ce que sont les cas et aussi les cas particuliers de la comptabilisation. Et on a dit que le cas particulier de la participation dans des filiales fera l'usage d'un article donc détaillé. Mais ce qui est très important, c'est la partie d'évaluation qui dit que donc, soit le passif, voilà, soit l'impôt différé passif ou bien actif, alors s'évalue au montant de l'impôt, entre parenthèses le prélèvement, que l'on s'entend à payer ou bien à recouvrer auprès de l'administration fiscale. Le déficit de 34, c'est donc l'élément de l'impôt différé actif, c'est l'impôt à recouvrer ou bien à imputer au niveau de l'impôt exigible. Et d'ailleurs, il sera évalué à l'ordre de 34. Je ne vais pas essayer ni de l'actualiser, ni de le capitaliser, ni de faire peu importe de modification sur cet élément comptable. Et par la suite, au niveau de la comptabilisation, donc certains auteurs, donc ils ont donné une certaine approche que l'impôt différé, soit actif, soit passif, va faire le sujet donc d'une opération qui va engager un compte du compte de résultat ou bien de CPC, compte de produits et charges, et aussi en contrepartie le bilan. Et généralement, c'est les capitaux propres. Alors, pour l'impôt différé actif, on va essayer de la comptabiliser par le débit d'un compte qu'on va appeler impôt différé actif et en créditant donc un élément de charge, tout simplement. On va essayer de dire que donc c'est un élément, donc le montant qui est recouvrable, qui est à la fois comptabilisé, mais n'est pas déductible maintenant. Là, sa déductibilité va venir dans le futur. C'est pour cela qu'on va diminuer le compte de charge 6, etc., par le crédité et en débitant un compte de capitaux propres pour constater l'enrichissement que, par exemple, ce montant, ce 34-là du déficit, c'est un enrichissement de l'entreprise donné par l'autorité de l'administration fiscale de l'imputer sur un résultat ou bien sur un impôt futur. En contrepartie, pour comptabiliser l'impôt différé passif, alors, c'est une autre approche par certains auteurs de débiter un compte de charge et créditer un compte de passif ou bien un compte de capitaux propres. Et généralement, pour dire que certains produits comptabilisés, ils sont, ils sont comptabilisés, mais ils ne sont imposables
qu'au futur. Par exemple, dans le cas qu'on a dit, donc la différence de la base, qui est de 40, elle est comptabilisée, l'amortissement, mais il ne peut pas ouvrir donc le droit d'être imposé comme étant un produit. Les 10 donc sur la base, une base de 40 et un taux d'imposition de 25, les 10 d'impôts supplémentaires ne sera imposable que lorsque la valeur comptable du dit immobilisation euh, tend vers zéro. Et c'est-à-dire, c'était donc, comme on a dit, donc l'entreprise a essayé de recouvrer la totalité de son investissement initial. Alors, donc, comment comptabiliser cet impôt différé passif? Débiter un compte de charge et créditer le compte de capitaux propres. Le compte de charge va essayer donc de réduire les capitaux propres par le montant X qui sera imposable par la suite. Alors, c'était donc généralement les éléments les plus importants, donc comme introduction à l'impôt différé. Alors, la notion de différencier entre l'impôt différé actif et l'impôt différé passif, et aussi comment les comptabiliser. Alors, la dernière chose qu'on peut traiter, c'est dernière modification sur la norme. Alors, l'OCDE donc, a fait donc, une mesure dérogatoire à certaines entreprises, donc certaines multinationales donc, d'une grande grandeur, qui ont opté donc pour le modèle de two pillar, donc pour avoir un taux d'imposition minimum de 15%. C'est un certain donc, projet que plusieurs entreprises ont regardé. Donc, c'est plus de 135 pays qui ont adhéré avec qui représente plus de 90% du PIB mondial. Donc, ces entreprises-là. Pour cela, l'OCDE a essayé de donner une mesure dérogatoire pour les exonérer selon une période de la comptabilisation de l'impôt différé sur les éléments constatés au niveau de leur comptabilité, dans leur exploitation courante, parce que c'est un peu donc, difficile d'essayer de gérer donc, l'impôt différé actif, passif, donc imposition actuelle, future, dans la mesure où ils sont en train d'instaurer ce nouveau modèle d'imposition et de converger vers le taux d'imposition commun minimum de 15%. Donc, généralement, c'était donc le tour de l'IAS News. Et j'espère que le sujet a été très intéressant pour vous. Ça serait donc le dernier vidéo donc filmé dans le territoire marocain donc un peu moyenne période donc pour poursuivre les études dans notre pays. Et merci pour votre attention.